Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce livre-journal de Géopolitique Profonde. Je remercie Lara Stam, ma complice de ce livre-journal et en particulier de notre revue de presse. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Grand merci à Arnaud pour la réalisation technique de cette émission ainsi qu'à Virginie Lamontagne pour ces incises musicales qu'elle nous concocte chaque semaine. Du nouveau, je crois, aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur ninivlam.com. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Vous attend Patrice qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. En seconde partie d'émission, nous recevrons un peu après 9h30 le général de Lavarde ainsi que Franck Pengam, le président de Géopolitique Profonde. Les deux étaient observateurs des élections en Russie. Nous allons bénéficier dans cette émission de la qualité d'expertise du général de Lavarde, un grand moment en perspective à ne manquer sous aucun prétexte. Mais sans plus attendre, votre revue de presse de la fin des temps. Oui, alors, si vous voulez, mais faudrait-il encore que les auditeurs ne changent pas d'avis en cours de route quand ils nous ont fait des suggestions ou des observations, par exemple. Ainsi, un auditeur ou une auditrice, c'est plus trop, a suggéré il y a 2 semaines que Mike Borowski invite notre technicienne Virginie Lamontagne dans un prochain livre-journal des controverses, chose que j'ai rappelé à notre ami la semaine dernière. Eh bien, tenez-vous bien que notre impétrant auditeur a changé d'avis depuis lors et me fait maintenant ordre itératif de retirer tout de suite cette suggestion, considérant qu'il fallait laisser la primeur de cet entretien avec Nini Vlam aux jeunes animateurs de la radio. Veuillez lire le message. Lara. Vous êtes un peu sévère, Nicolas, il s'excuse. Mais bon, je vais lire le message. Je vous prie de ne pas relayer finalement ma suggestion d'organiser une émission ou une part d'émission entre Nini Vlam et Mike Borowski. Ce n'est pas une bonne idée, etc. Il y a chez RC d'autres animatrices et animateurs pouvant réaliser cette émission, par exemple, parmi la jeune génération de ligne droite ou parmi de nouvelles émissions du soir qui apparaissent animées par la génération montante de cadres et trentenaires, avec toutes mes excuses. Nom d'un petit bonhomme en bois. C'est doublement insultant. Je suppose qu'avec Borowski, pourtant bien plus jeune que moi, nous sommes donc catégorisés dans la catégorie des vieux croulants. On doit être abonné à Yvette Horner ou à la composition musicale de notre ami Le Tailleur. Quel scandale! Quel scandale, Arnaud! Je me demande s'il n'y a pas un relent de discrimination capillaire derrière cette bien méchante attaque. Vous êtes d'accord, Arnaud? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas chez nous que vous entendrez Aya Nakamura. Ça, c'est certain. Allez, soyons un peu positifs, Nicolas. Enfin, s'il vous plaît. Alors, je vais positiver, comme chez Carrefour, excellente suggestion, ce qui me vaudra d'ailleurs une volée de bois vert d'auditeurs, me rappelant juste que positiver, c'est un mot qui n'existe pas. Bon, alors un auditeur, ça c'est drôle, au lieu de parler d'extrême droite, ne devriez-vous pas parler d'ex-droite? J'adore. Excellent. Une auditrice. Mais non, messieurs, les votes pour Poutine à 86%, c'est truqué. Quand je pense que les votes à 20% de Macron ont été truqués. Trop fort, nous sommes trop forts. Serions-nous de mauvais truqueurs? Un auditeur. Le problème de Sandrine Rousseau est qu'elle est moche. Alors c'est vrai qu'on avait parlé de Sandrine Rousseau. Elle aurait un vrai homme qui s'occuperait d'elle, sa méchanceté disparaîtrait. Pensez-vous, cher auditeur. Malheureusement, elle est laide. Et les hommes qui veulent vivre avec elle sont des faibles. Et Sandrine, malgré tout ce qu'elle peut dire, déteste les faibles et les soumis. Elle aime les vrais mâles, un mâle qui assume. Mais les vrais mâles n'aiment pas les monstres. Il est dur quand même, notre auditeur. Si au moins elle était gentille et avec un sac de course sur la tête en période de disette, pourquoi pas? Un auditeur, Mera, qui était un contact de la DGSI, a pu agir pendant la semaine avant qu'on la siège chez lui. S'il n'était pas soupçonnable au premier assassinat, comment l'est-il devenu une semaine après? Le ministre de la Défense de l'époque, Gérard Longuet, avait expliqué qu'il avait d'abord fallu parcourir 20 000 fiches d'extrême droite et ils n'ont sans doute pas trouvé le suspect présentable et convaincant.
peu complotiste tout ça. Au moment des festivités, on a parlé des festivités des JO à la Courneuve. Alors une auditrice, ils vont faire un grand parc Astérix donc à la Courneuve. Je rigole, je me marre, ils nous prennent vraiment pour des neuneux. Je ne peux pas être vulgaire. Vous êtes Radio Courtoisie. Dernier message. Cher Nicolas, grand merci pour votre émission de ce matin et votre insolence dans ce monde est masculin. On traite cette revue de presse, c'est pour quand? On a l'impression que les choses vont de mal en pis, mais que l'on n'a jamais touché le fond. C'est entre autres une question de masse critique. Là, il faut une certaine quantité, par exemple d'uranium enrichi pour faire une bombe nucléaire. Mais l'exemple le plus parlant, c'est la chute libre. C'est la force qui vous attire vers le sol. Cette force est constante et vous dirige vers le bas en accélérant votre vitesse de chute. En accélérant la vitesse, vous parcourez une distance de plus en plus grande dans un temps de plus en plus court. Vous me suivez jusque-là? Oui, jusque-là, ça va. Bon, alors, vous avez compris pourquoi à la fin des temps, lorsque l'on a atteint une vitesse de chute telle que l'espace se dilate à l'infini et le temps se contracte à rien ou presque. C'est une image, bien évidemment, mais qui traduit plutôt bien, je trouve, cette notion de chute. C'est au-delà de nos notions habituelles de crise. Vous savez, la crise, c'est le moment décisif de tri, de jugement, de choix aussi. Tout est fait aujourd'hui pour entretenir la confusion et pendant ce temps-là, la chute s'accélère. Et un exemple concret de cette chute libre? Exemple dans un domaine que j'affectionne, vous le savez, les JO. Le ministre polonais de la Défense a annoncé jeudi que son pays allait rejoindre une coalition internationale mise en place par la France pour sécuriser les Jeux Olympiques de Paris cet été. Et oui, vous avez bien entendu, ces renforts porteront sur certains domaines critiques comme les capacités cynophiles où les besoins sont énormes pendant les JO selon le ministère. Vous voyez le côté sidérant de cette information, que la France, ancienne grande puissance mondiale, ne soit même plus en mesure seule de sécuriser un grand événement international. Les merdias cherchent à minimiser, mais cela ne trompe personne. Le plus hallucinant, si vous me permettez, Nicolas, c'est que l'information a d'abord été divulguée par la Pologne. Nos petits Mozart de communication ont été pris de court. Le ministre polonais de la Défense a ainsi annoncé plutôt jeudi sur le réseau social X que son pays allait envoyer des renforts militaires. Son objectif principal sera d'entreprendre des opérations de détection d'explosifs et de lutte contre le terrorisme. L'AFP a dû aller à la pêche à l'information avant que le ministre Lecornu confirme l'information. Toujours aussi fiers d'être des amateurs. Je me marre, le gouvernement français a décidé dimanche dernier, immédiatement après l'attentat contre la salle de concert près de Moscou, où 143 personnes ont péri. 144. 144 aujourd'hui, de relever le plan de sécurité Vigipirate à son niveau maximum, urgence attentat à 4 mois des JO de Paris. Selon le ministère français des Armées, le bien nommé Sébastien Lecornu, 18 000 militaires français seront mobilisables pour les JO, dont 3 000 aviateurs chargés de la surveillance aérienne. Nos petits Mozart de la sécurité et de la défense essaie de nous faire croire que la menace majeure vient du Caucase ou de l'Asie centrale. Quelle bonne blague. La réalité est que nous organisons un événement international dans un pays qui n'en est plus un, où l'ennemi ne campe plus aux frontières, faute de limites, mais au cœur même de la nation. Pas besoin d'ordre donné via télégramme, par je ne sais quel émir d'ISIS à la mode CIA, Mossad, MI6 comme en Russie, pour constater tous les jours la sérieuse épidémie de couteaux fous en France. Et pendant que Donald Tusk envoie ses soldats chez son copain Macron, nous on s'apprête à envoyer nos mecs à Odessa. N'est-ce pas belle l'Europe de la paix? Dites plutôt garçons, Lara, je vous l'ai dit déjà. Envoyez les garçons à Odessa. Ça fait tellement plus gay-friendly, sympa. Moi je suis pour une armée française plus inclusive et non genrée. Tiens, en parlant de fin du monde, un verre à whisky à la main, écoutez-moi un peu, Nicolas, cette musique d'Alain Chamfort tirée de son dernier album, Whisky Glass, prophétique, assurément. Avant que tout s'efface. Quant à Macron, je ne crois pas qu'il tourne qu'au whisky. Après avoir découvert enfin que la Guyane n'était pas une île, il est allé convoler en juste noces avec Lula dans la forêt amazonienne. Les deux présidents ont mis en scène leur complicité sur plusieurs photos dans des cadres paradisiaques, suscitant de nombreux montages sur les réseaux sociaux. Plusieurs images, la plupart publiées sur les comptes officiels de Lula sur les réseaux sociaux, ont été largement diffusées sur Internet avec des montages ou des commentaires humoristiques. Sur l'une d'elles, on peut voir par exemple les deux présidents marchant main dans la main, tout sourire. Emmanuel Macron a réagi jeudi soir sur le ton de l'humour, au même humoristique, qui ont fleuri sur la toile après sa rencontre au Brésil avec son homologue brésilien Lula, s'amusant de la complicité affichée entre les deux hommes. Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage. Je leur dis, c'en est un. La France aime le Brésil et le Brésil aime la France, a écrit le président français sur le réseau social X jeudi soir. On rappelle que de son côté, l'ancien président Jair Bolsonaro s'en était directement pris à Madame
Instagram suite à des désaccords sur l'Amazonie. Un internaute avait posté 2 photographies, l'une montrant Brigitte de façon désavantageuse, elle ne devait pas être photoshopée, l'autre affiche Michelle Bolsonaro, 37 ans, rayonnante le jour de l'investiture de son mari. Avec ce commentaire sexiste, c'est horrible. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro. C'est la jalousie de Macron, écrit l'internaute. Ce à quoi Bolsonaro répond « N'humilie pas le type ». Mort de rire. Macron a une solide réputation de séducteur de vieux monsieur de toute façon. Lula n'est pas le premier sur la liste. Lorsque Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous François Hollande, Jouet, l'affectif secrétaire général de l'Élysée, n'avait Dieu que pour lui. Il voyait en lui un véritable fils spirituel. Il a fait son coming out contre Macron il y a quelques années en publiant un livre dans lequel il ne cachait pas sa déception à l'égard de son ancien protégé. L'envers du décor dans l'intimité de nos présidents aux éditions Albin Michel. À lire. Un grand coup de lampe torche dans un théâtre d'ombre. Après de longs mois d'enquête, le journaliste Marc Andevelde, passé par Marianne, dressait aussi dans son livre enquête Le grand manipulateur, une typologie édifiante des réseaux qui ont porté l'ancien ministre de l'économie au pouvoir et que le chef d'État utilise pour certains encore aujourd'hui, quand il n'est pas séparé brutalement d'eux. On se souvient enfin de l'ami Henri Herman, mécène de Macron, ancien proche de Mendès France et de Rocard. Lui aussi est un ancien cocu de Macron. Il a réglé ses comptes par la suite, allant jusqu'à parler de la vie privée de l'ancien président, commentant la relation entre le jeune homme et son épouse Brigitte Trogneux, très présente médiatiquement aux côtés de son époux. Elle a orienté ses lectures, joué un rôle dans ses cercles d'amis, veille à ce qu'il ne se dissipe pas. Et arrive cette sentence aussi définitive qu'intrusive, il n'a pas, au contraire de la majorité des gens brillants de son âge, multiplié des copines. Cela a joué un rôle important dans son travail. Il n'a pas été sollicité, ou du moins, il l'a refusé. Pendant qu'on s'éclate avec Lula, 3 patients sont décédés à l'hôpital de Cayenne, dont au moins un était infecté par la rage. Le premier cas documenté en 16 ans, ont indiqué jeudi la préfecture et l'ARS de Guyane. Le principal réservoir de la rage en Amérique du Sud, ce sont les chauves-souris vampires Desmodus rotundus. Étonnant, après le passage de Macron. Oh, elle est toute blanche, la chauve-souris. On dirait Édouard Philippe. Nos vaccinateurs fous ont piqué toute la planète contre la grippette, mais ce bon vieux virus de la rage, qui avait fait la renommée de Pasteur, fait de la résistance. Quel signe de régression, tout de même, encore une fois, en matière de santé publique sur un territoire français. L'indécence, c'est aussi que pendant que nos ressortissants crèvent en Guyane, Macron décore mardi de la Légion d'honneur le cacique Rouhani Meturki Tir, icône planétaire de la défense de l'Amazonie et de la culture des peuples premiers lors d'une cérémonie nocturne en pleine forêt au Brésil. L'atmosphère était certes loin du protocole des cérémonies de décoration au palais présidentiel de l'Élysée à Paris, sous la houlette éclairée de feu le bon général Georgelin. Mais l'ambiance était enjouée sur l'île de Combu, près de Belém, ville du nord du Brésil, presque autant qu'avec Elton John à l'Élysée. Et que dit Rouhani ? Je considère Lula comme mon frère, Macron comme mon fils. Il ajoute être très inquiet que l'homme blanc continue à détruire la nature. Il les exhorte à apporter leur soutien pour qu'il y ait plus de terres indigènes rendues au peuple autochtone. Bien dit, Rouhani. On souhaite la même chose pour la France, au bénéfice de l'homme blanc, peut-être, cette fois-ci. Rouhani est pressenti pour un futur prix Nobel de la paix, sinon. Lula le dit, je peux te dire, camarade Rouhani, qu'il n'y a personne sur la planète Terre qui mérite de gagner le prix Nobel de la paix plus que toi. Le chef du peuple Kayapo avait été aux côtés de Lula pour sa cérémonie d'investiture à son retour au pouvoir l'an dernier. Accusé par Jair Bolsonaro d'être à la solde de puissances étrangères, le cacique l'avait à son tour dénoncé auprès de la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité, lui reprochant de persécuter des peuples autochtones en détruisant leur habitat et en bafouant leurs droits fondamentaux. Décidément, l'ambiance a en effet bien changé. On nous prépare la COP30 en 2025, ce qui explique les fake news sur la chaleur à crever au Brésil avec des ressentis, paraît-il, à 65 degrés. Avant, il faudra aller en Azerbaïdjan, un beau pays génocidaire, ce qui ne dérangera ni les écolos dingos, ni l'Union européenne, ni même la belle Greta. France et Brésil ont lancé mardi un programme d'investissement vert pour l'Amazonie au premier jour de la visite du président français. Les deux pays ont annoncé un programme visant à lever 1 milliard d'euros d'investissement public et privé sur les 4 prochaines années dans l'Amazonie brésilienne et guyanaise. Cette annonce qui cible des projets de bioéconomie
alliant développement économique et protection de l'environnement, s'inscrit dans une feuille de route internationale que les deux chefs d'État entendent promouvoir dans la perspective de la COP30. Il s'agit de placer les peuples autochtones et les communautés locales au cœur des prises de décision, selon la feuille de route publiée par la présidence française. Près de Belém, l'un des grands centres urbains du bassin amazonien, les deux présidents ont visité l'île de Kombu, une micro-entreprise de production de cacao. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle vital pour le réchauffement climatique via l'absorption des émissions de carbone. La déforestation dans l'Amazonie brésilienne a diminué de moitié en 2023, un succès pour Lula qui a promis de stopper le phénomène d'ici 2030. C'est du blabla tout ça. Macron ferait mieux de s'occuper de notre indépendance en matière énergétique et singulièrement le nucléaire. Un auditeur qui me fait passer ainsi qu'au professeur Devels et tourne à fond ce message plein d'à propos sur ce dernier point, je le cite. Je suis un auditeur régulier de vos émissions, merci à vous et à toutes ces radios alternatives qui sont les seules à nous servir autre chose que la soupe indigeste servie par les médias du gouvernement. Je m'intéresse à tout ce qui fait que notre beau pays perd son indépendance chaque jour un peu plus. Je regarde entre autres tout ce qui concerne l'énergie et tout particulièrement la vente d'Alstom par notre économiste président au-dessus de tout soupçon, 3 petits points. Depuis un moment, je surveille tout particulièrement le rachat des turbines Arabelle par EDF. Je me suis demandé pourquoi les USA nous feraient le cadeau de nous les rendre, eux qui ont pour habitude de ne nous en faire aucun de cadeau. J'ai trouvé, je pense, la réponse, il y a peu en cherchant sur Internet. Il semblerait que les USA aient fait le nécessaire pour que le système informatique qui sert à piloter les turbines soit américain. J'ai donc la réponse. EDF et la France seront tributaires des USA pour la maintenance et le fonctionnement des turbines qui ne pourront être exportées qu'avec leur accord, je suppose. Nous avons perdu pour toujours notre indépendance concernant le nucléaire. Maintenance prédictive des centrales EDF confiées à Amazon+, logiciel de pilotage des turbines par General Electric, on peut dire qu'EDF est en passe de devenir quasiment sous contrôle américain. Une réussite pour notre indépendance. Je cite un titre du Figaro de cette semaine. Au Brésil, Emmanuel Macron mise sur Lula pour rallier le Sud global. Le Brésil aime se positionner comme un pont, comme porte-parole des pays en voie de développement du Sud global, explique Paulo Velasco, professeur des relations internationales à l'Université d'État de Rio de Janeiro. Lula profite ainsi de chaque rencontre avec des dirigeants de pays soi-disant développés pour plaider la réforme des grandes institutions internationales qui jugent obsolètes, FMI, Banque mondiale, Conseil de sécurité. Et ces demandes sont accueillies avec bienveillance par la France. C'est la suite du voyage en Inde de Macron. Ce qui obsède Macron en bon petit agent des intérêts de l'Occident, ce sont les BRICS, qui représentent quand même 41% de la population mondiale et dont le PIB, en termes de pouvoir d'achat, dépasse désormais celui des pays du G7. Et dans les BRICS, il y a le R de la Russie de Poutine, le grand ami de Macron. Des désaccords entre deux hommes sur les guerres en Ukraine, à Gaza, et sur la signature de Mercosur, mais on se rassure comme on peut à Paris sur un Brésil jugé bon élève en matière de démocratie et d'état de droit. Ça, c'est à nouveau de la foutaise, excusez-moi. La France ne pèse rien dans cette histoire. Macron se prend de plus en plus pour un président européen. La France est détruite et Macron se projette maintenant à l'échelle du continent qu'il veut à la mode états-unienne et otanesque. Van der Leyen ne l'a pas accompagné comme en Chine pour cause d'élection, mais ce ne sont pas les intérêts de la France que Macron défend, mais ceux des Davosiens, et cela ne passe plus du tout par la France. Quant aux chances d'aboutir des Occidentaux, je crois qu'ils se fourvoient encore une fois. Le moteur sino-russe est le cœur battant des BRICS, renforcé considérablement par la guerre kievo-otanienne contre la Russie de Poutine. Moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends l'argument que l'opération spéciale de la Russie en Ukraine aurait réveillé et renforcé l'OTAN. Attendons de voir déjà Trump quand il accédera au pouvoir, sur l'OTAN. On va rire. Les provocations des Européens et des Américains ont surtout eu la conséquence de rapprocher Russie et Chine. Rappelez, c'était quand même le cauchemar absolu d'un certain Henry Kissinger, si je ne me trompe. Sans parler des monarchies liées au pétrodollar, de moins en moins liées au dollar, justement. C'est un peu comme la France de Bruno Le Maire, qui se targuait de mettre à genoux la Russie avec les sanctions économiques et financières occidentales. Sans parler du règne du dollar qui bat de l'aile de l'industrie allemande qui pourrait succomber à la hausse du coût de l'énergie. La France est au bord de la banqueroute. D'aucuns nous prévoient à la courte échéance le destin de la Grèce. Les agences de notation s'apprêtent à dégrader à nouveau la note de la France. Moody's juge improbable que la France tienne son objectif d'abaisser le déficit public à 2,7% d'ici 2027. Cette déclaration intervient au lendemain de la publication du chiffre du déficit public de la France pour 2023, qui a dérapé l'an dernier à 5,5% du PIB. C'est très très rare.
alerte la Cour des comptes. Le déficit plus important est prévu quasiment entièrement dû à des recettes plus faibles que prévu, ajoute Moody's. Ce déficit plus élevé souligne des risques inhérents à la stratégie budgétaire à moyen terme du gouvernement qui se base sur les hypothèses économiques et de recettes optimistes, ainsi que des baisses sans précédent de la dépense, juge l'agence de notation. Moody's s'attend également à ce que le niveau de la dette publique remonte lentement à partir de 2024, exposant les pays à des coûts liés aux intérêts jamais vus en plus de 20 ans. Le pari de nos petits Mozart de la finance, de laisser filer la dette du fait du niveau très faible des taux d'intérêt ces dernières années, est en passe d'être perdu. Les Français prennent peur selon plusieurs enquêtes d'opinion. Oui, c'est trop tard, je pense. La peur des bonnes conseillères que lorsque l'on peut encore faire quelque chose. C'est plus le cas, là. Le bon gouverneur de la Banque de France, condensé de cette faillite et de la trahison de nos élites, donne la leçon. Mais il a honte de rien. Il vient d'annoncer une perte sèche, quand même, d'exploitation abyssale. Jamais, depuis sa création par Napoléon en 1800, la vieille dame qui a gardé sa devise d'origine, la sagesse fixe la fortune, n'avait perdu autant d'argent. L'exercice 2023 aurait été un annus horribilis, le résultat ordinaire avant impôt atteint 12,4 milliards d'euros, annonce le 15 mars le rapport annuel de la Banque de France. François Villeroy de Gao a donc estimé jeudi, lors d'un discours à l'université de Paris-Dauphine, que le dérapage du déficit en 2023 imposait de s'occuper enfin sérieusement des dépenses publiques, après 15 ans sans que les gouvernements tiennent leur engagement. Il faut parler avec une patate dans la bouche quand on évoque ce bon bourgeois de Saint-Avold. Parmi ses ancêtres figurent Claude Villeroy, directeur général des hôpitaux militaires, et Nicolas Villeroy, receveur de la vente étrangère des sels, capitaine de la garde nationale et fondateur de l'entreprise Villeroy et Bosch. La famille Villeroy est historiquement implantée entre la Lorraine et la Sarre, et François Villeroy de Gao parle un allemand courant. Il est le fils de Claude Villeroy de Gallo et d'Odile de Lalande de Calan, fille de Pierre de Lalande de Calan. Il est marié à Florence Gilbert de Vaux-Thibault, avec lequel il a 5 enfants. François Villeroy de Gao suit ses études secondaires au lycée Saint-Louis de Gonzague. Il intègre l'école polytechnique, puis l'école nationale d'administration, major de la voie économique. Il sort de l'ENA, inspecteur des finances. Musique, mon bon ami, musique. Inacceptable, une escroquerie. Les riches épargnés, syndicats et opposition fustigent les annonces de Gabriel Attal qui s'était exprimé mercredi soir au journal de TF1 sur les dépenses sociales, les impôts ou encore l'indemnisation des chômeurs afin de combler le déficit public qui a dérapé l'an dernier. Pour l'automne, il a demandé à la ministre du Travail Catherine Vautrin de préparer de nouvelles négociations pour une vraie réforme plus globale. Il y a plusieurs paramètres. D'abord, la durée de l'indemnisation de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 18 mois. Une des pistes, c'est de réduire cette durée de plusieurs mois. Il ne faut pas que ça aille en dessous de 12 mois, a évoqué le chef de gouvernement. La deuxième piste, c'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier de l'assurance chômage. Aujourd'hui, c'est 6 mois de travail sur 2 ans. Une piste est de travailler plus sur cette même période ou réduire la période, a-t-il ajouté. Une troisième piste, c'est le niveau d'indemnisation du chômage. Je veux que les paramètres soient présentés cet été pour une réforme en automne, a-t-il déclaré. Il est plus que temps, non pas de décréter l'austérité et la baisse générale des dépenses, mais d'arriver à cette stabilisation générale en volume, a détaillé François Villeroy de Gallo. Cela suppose un effort de priorisation et d'efficacité. Ça veut rien dire ce qu'il raconte. Juste et partagé par tous, État, mais aussi collectivités locales et prestations sociales. Et pendant ce temps-là, Ciotti nous fait croire que l'hypothèse d'une motion de censure sur le budget est sur la table. On va le croire. Finalement, le salut pour ce syndic de faillite, véritable escroc en col blanc, comme se plaît à le dire Roussel, pour une fois avec et à propos, ce sera peut-être dans l'économie de guerre et les réquisitions. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a déclaré ce mardi être prêt à réquisitionner des personnels, des stocks et des outils de production, voire à imposer aux industriels d'accorder la priorité aux besoins militaires. Le ministre ne s'interdit pas de le faire dans les toutes prochaines semaines. Emmanuel Macron le répète régulièrement, la France doit passer en économie de guerre pour soutenir l'Ukraine. La France a un rendez-vous avec son industrie de défense, une industrie en mode économie de guerre avec une capacité de production plus rapide et plus forte.
Il demandait déjà ça aux armées le 19 janvier. Pour justifier ces réquisitions, le ministre des Armées s'appuie sur la loi de programmation militaire 2024-2030 promulguée en août. Elle prévoit qu'en cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et services nécessaires pour y parer, peut être décidé par décret en Conseil des ministres. Ceux qui mettaient l'accent sur ce point il y a quelques mois étaient traités de complotistes. Ben voilà le travail. Les mêmes complotistes ont alerté aussi sur l'épargne des Français en cas de faillite générale. Mais non, n'ayez pas peur, chers Français, il est déjà bien trop tard pour cela. Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée, l'a dit, ce qui menace les Français, c'est la faillite du pays. Enfin non, ce n'est plus une menace, c'est une certitude. Une revue de presse un peu plus courte que d'habitude, Nicolas, et il faudra bientôt conclure. Avez-vous vu que Corbin Albert, star montant de l'équipe féminine de football des États-Unis, évoluant au PSG, est au cœur d'une polémique pour avoir partagé des contenus à caractère homophobe et transphobe, suscitant notamment l'indignation de Megan Rapinoe, figure du mouvement LGBT. Et elle a dû exprimer ses excuses jeudi soir. Je voudrais sincèrement m'excuser pour mes actes sur les réseaux sociaux, liker et partager des posts qui sont offensants, insensibles et blessants, étaient immatures et irrespectueux. Ce qui n'a jamais été mon intention, a écrit la meilleure défensive sur son compte Instagram. Dans les heures précédant ce match, la température était montée sur les réseaux sociaux où ont été exhumées des vidéos que la joueuse avait relayées quelques semaines plus tôt sur son compte TikTok. Sur l'une d'elles, il est indiqué que Dieu pourrait sauver de l'homosexualité et de la transsexualité. Un autre contenu partagé contenait le témoignage d'un jeune homme expliquant comment Jésus l'a sauvé de nombreux travers dans sa vie, parmi lesquels sa bisexualité et son identité transgenre, pour lesquels il dit ressentir de la honte. Des commentaires likés par Albert. Un vrai mea culpa digne des procès staliniens, plus encore que de procès en sorcellerie. Je suis vraiment déçu de moi et je suis profondément désolé pour le mal que j'ai causé à mes coéquipières, aux autres joueuses, aux fans et à tous ceux qui ont été offensés, a commandé en soirée la joueuse américaine dans son message Instagram. Les Qataris, dont on connaît en particulier chez eux les affinités gay-friendly, n'ont pas dû apprécier. Bon, enfin, je plaisante. De la vague de réactions outrées sur les réseaux sociaux aux États-Unis a émergé celle d'une personnalité de taille, Megan Rapinoe, figure de proue mondiale du foot féminin, engagée notamment pour la justice sociale et les droits LGBTQI+. Pour les personnes qui veulent se cacher derrière les croyances, je voudrais juste poser une question. Est-ce que vous vous rendez le monde plus sûr, plus inclusif, en faisant ressortir le meilleur de n'importe qui, a écrit Rapinoe sur son compte Instagram. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne croyez qu'en la haine. Et les enfants meurent à cause de cette haine. Réveillez-vous, a conclu Rapinoe, signant Yours Truly 15, qui était son numéro de maillot avec l'équipe américaine pendant de nombreuses années et qui est, depuis sa retraite, porté par Albert, lauréate du début du mois de la Gold Cup féminine avec les États-Unis. Se dessine de mieux en mieux en cette semaine sainte, ma chère Lara, les contours de la nouvelle religion mondiale satanique, toujours centrée sur la victime pour mieux masquer son discours violent et son message de haine, de Belém au Brésil avec Macron et Lula dans l'Amazonie de Raoni, à cette Megan Rapinoe, représentante des jeux du cirque qu'est le football à l'échelle mondiale. Mais quelque chose persiste néanmoins, de Trump vendant la Bible, son livre préféré, à Poutine qui se recueille allumant un cierge et se signant dans une chapelle près de son domicile à Moscou. Cela ne suffira pas, nous sommes appelés à une conversation au niveau personnel aujourd'hui, mais ceci a au moins le mérite d'exister. Eh bien voilà, c'est l'heure du grand angle de ce livre-journal de géopolitique profonde. C'est la seule partie qui a été préalablement enregistrée, chers auditeurs. Et nous sommes en compagnie à la fois du président de géopolitique profonde, Franck Pengam, et notre grand invité du jour, le général Dominique de Lavarde. Bonjour mon général, bonjour Franck Pengam. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Merci de m'avoir invité. Écoutez, c'est un plaisir pour nous, mon général, de vous avoir dans ce studio et sur Radio Courtoisie. Vous me disiez avant l'émission que ça faisait un moment que vous n'étiez pas venu. Voilà, c'est maintenant à nouveau chose faite. Peut-être ce deviendra une habitude, allons savoir. Très bien, on revient tout de suite vers vous pour une présentation, c'est de coutume sur Radio Courtoisie, mon général.
Auparavant, peut-être saluer donc le président de Géopolitique Profonde et lui poser la question du magazine de Géopolitique Profonde dont on parle durant ces émissions. Je crois que vous avez eu une dernière livraison, Franck, qui est la livraison du mois de mars, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, c'est le numéro de mars. Donc, on a en rédacteur quelqu'un qu'on a déjà accueilli, plusieurs personnes qu'on a déjà accueillies. Donc, Oui. Marc-Gabriel Draghi, qui va parler des Smart Cities, qui parle des Smart Cities. On a Formidable, Jean-Maxime. les villes intelligentes. Et ça, Voilà, c'est ça. je lui ai promis de faire une émission sur les villes intelligentes, sujet qui m'intéresse aussi au premier chef. Sujet très important parce qu'on parle vraiment de la numérisation, de toute la technologie qu'il y a de petit à petit. Et puis en plus, avec les JO, ça va devenir vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment le pistage généralisé. Donc il en connaît un rayon. C'est ça. Donc il a fait une bonne analyse qui est vraiment sympathique. Ensuite, on a Jean-Maxime Corneille qui parle toujours de ces sujets autour du narratif, des idéologies. Qu'est-ce qu'on essaie de nous imposer? Et il Le parle narratif qui supplante la réalité. Exactement, Cette voilà, fois-ci, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Et donc, voilà, il revient encore sur un bel historique pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe en Occident concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de nous imposer sur notre pensée. Donc, voilà, c'est la suite de son article du mois précédent. Ensuite, on a Laurent Ozon qui change un peu de sujet, mais toujours très intéressant, qui remet en question, enfin, en tout cas, qui pose la question de la médecine occidentale contre des médecines alternatives, notamment en Chine, et d'autres médecines comme le gui ou des choses comme ça, des médecines considérées comme alternatives, et donc non conventionnelles par définition. Et donc, il fait un petit historique récapitulatif de tous ces points. Ah, C'est ça me intéressant. plaît. Ça ne Voilà. peut que me plaire. Ça fait des années, bien avant le Covid, que j'invitais justement ces médecins alternatifs. On garde la mémoire, entre autres, du docteur Olivier Soulier, qui était un des papes de cette médecine alternative, de la médecine du sens, qui malheureusement nous manque aujourd'hui et qui a disparu l'été dernier. Mm. Et voilà. Et donc, il faudra inviter Laurent Ozon d'ailleurs sur ce sujet parce qu'il va faire il va faire une deuxième partie dans le numéro d'avril. Et donc, vraiment, c'est un gros dossier qu'il a fait. C'est On l'a- passionnant, je vous recommande. On l'avait déjà invité, Franck, sur les opiacés, Oui, la crise des opiacés, en particulier aux États-Unis. c'est ça. Et donc, ensuite, Nouvelle guerre de l'opium. comme d'habitude, dans la suite de la revue, tout un pan macroéconomique, financier, sur évidemment le Bitcoin. Donc, je vous avais dit que c'était très dur de rentrer sur le Bitcoin précédemment parce qu'il y avait déjà eu une belle montée. Je précisais que moi, je n'avais pas de zone, malheureusement, j'étais déjà investi et je ne pouvais pas recommander à des gens de s'investir sur le Bitcoin. Et malheureusement, il a tout explosé, entre guillemets, malheureusement pour ceux qui ne sont pas investis. Mais c'est vrai que le Bitcoin a complètement performé. Là, aujourd'hui, on est à quasiment 70 000 $. Donc c'est vraiment exceptionnel que ça se passe avant le halving qui a lieu du coup dans quelques semaines. Donc le halving, c'est le phénomène où quand le Bitcoin, les récompenses aux mineurs sont divisées par deux, donc ça fait une pression sur les prix. D'habitude, la montée vient après ce phénomène, et là, ça a été avant, ça a été exceptionnel à cause notamment des ETF, probablement de BlackRock et compagnie aux États-Unis. Donc ils ont accepté d'une manière pleine et entière dans leur système le Bitcoin, donc les grands financiers. Donc c'est un vrai signal. Et donc voilà, le Bitcoin a complètement explosé. Donc on fait un point dessus avec Erlin et moi-même avec des articles différents pour voir un peu ce dont on peut s'attendre. Et donc voilà, si vous voulez investir sur le Bitcoin, malheureusement c'est un peu tard, légèrement, donc c'est très compliqué. Mais par contre, sur les autres crypto-monnaies, des plus petites valorisations, il y a des choses à faire. Donc ce sera plutôt sur ça qu'il faudra se concentrer sur les prochaines semaines, prochains mois, probablement. Eh ben, merci beaucoup, Franck. On revient vers vous durant cette émission qui tournera autour de sujets que vous connaissez bien. On vous a eu déjà la semaine dernière avec Cyril Gaucher sur votre retour en tant qu'observateur international lors des élections qui viennent de se dérouler, l'élection présidentielle en Russie, qui a vu la victoire exceptionnelle en termes de score, en tout cas de 88% dès le premier tour Et de du président participation. sortant. Exceptionnel Et de participation. de combien la participation? Rappelez-nous. Oh, de 77%, hein, il me semble que c'est ça. Hein. 77,3, ouais. Ah ben, oui, en effet. Autant de scores que nous aimerions avoir. Je rappelle toujours celui que j'appelle l'ex, Valéry Giscard d'Estaing, qui disait on ne peut pas réformer un pays, on ne peut pas gouverner un pays comme la France si on n'a pas réuni 2 Français sur 3. Quand on voit aujourd'hui les tentations réformatrices de nos gouvernants qui ne représentent pratiquement plus qu'eux-mêmes, ça peut laisser songeur.
Alors, général Dominique Delavarde, je vais faire quand même, et les états de service sont nombreux, longs, et je vais éviter de faire un tunnel et de monopoliser la parole sur vos états de service, mon général, et essayer de tenter un résumé. Vous pourrez bien évidemment, si vous le souhaitez ensuite, revenir sur un ou deux points de votre engagement militaire. Vous avez porté l'uniforme entre septembre 59 et mars 2005. Évidemment, on ne résume pas en quelques minutes, ou même en quelques secondes en ce qui me concerne, une carrière entière qui a commencé en tant qu'ancien élève de Saint-Cyr, officier de l'armée de terre. Vous avez été breveté de l'école supérieure de guerre et du cours supérieur interarmé. Vous avez un parcours militaire avec une succession de périodes, à la fois d'encadrement d'unités militaires, en plus dans la Légion étrangère, et de chasseur alpin. Vous êtes d'ailleurs sorti, vous avez dit chasseur alpin, c'est pas assez compliqué, Légion étrangère non plus, je vais faire les deux en même temps. Puis période d'encadrement d'élèves officiers et d'officiers élèves en école de formation. Vous avez en effet été parfois dans l'enseignement, et ce qui explique d'ailleurs cette qualité que l'on vous reconnaît, non seulement d'expression, mais de pédagogie, d'en rendre accessible des choses qui des fois ne le sont pas. Et puis vous êtes aussi enseignement et renseignement. Vous êtes aussi un spécialiste indéniable du renseignement, mon général, chef du renseignement de la Force des Nations Unies au Liban, qui vous a donné, et vous étiez commandant du 7e bataillon de chasseurs alpins, puis du 5e régiment d'infanterie de montagne à l'ONU à Sarajevo, lors de la guerre en Bosnie. Vous avez une expérience non seulement dans des domaines variés, mais aussi dans des régions du monde variées qui vont du Moyen-Orient à cette zone des Balkans, deux zones dans lesquelles le destin du monde s'est joué, s'est noué ou dénoué dans la période moderne de l'histoire. Voilà, vous avez terminé votre carrière en qualité de chef d'état-major du commandant de 24 écoles de formation à l'armée de terre. Je rappelle, parce que c'est important, et je le dis toujours quand c'est le cas, vous êtes non seulement officier de la Légion d'honneur, commandant de l'Ordre national du mérite, et décoré du Meritorious Service Medal américaine. Américaine, oui, c'est ça. Voilà, vous travaillez avec, vous, non seulement maintenant vous êtes en général de seconde section, je suis retenu, je n'ai pas dit retraité, vous êtes un général de seconde section. Il y a une nuance, indéniablement, même si vous n'avez plus les mêmes obligations de la Grande Muette, je suppose, que lorsque vous étiez en activité. Et c'est justement, vous en profitez pour travailler avec un grand nombre de collaborateurs. Vous citez Caroline Galacteros, vous travaillez avec des personnes comme Xavier Moreau, ou encore, et ça c'est à noter, le fameux général MacGregor, avec qui vous avez entretenu déjà sur le plan professionnel des relations. J'ai bien trop parlé, mon général. Si vous voulez nous dire quelques mots sur ce que je viens de dire, après quoi nous reviendrons sur votre retour de Russie. Non, juste pour dire que MacGregor n'a jamais pu accéder aux étoiles, donc il est... Oui, colonel, pardon, MacGregor, quelle horreur. Colonel MacGregor, mais il a pu occuper des postes bien plus prestigieux que ceux de général. Il était d'ailleurs pressenti, avant la défaite de Trump aux dernières élections contre Biden, pour être ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Donc on ne désigne pas n'importe qui pour être ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Donc c'est quand même un grand monsieur. Il a connu bien sûr l'OTAN. Au cœur de l'OTAN, il était vraiment le bras droit du général Clark au tout début des années 2000, au moment des affaires du Kosovo notamment. Voilà. Et c'est quelqu'un avec qui vous partagez nombre d'analyses. C'était le cas à l'époque, lorsque vous l'avez connu, et ça ne l'est plus encore, si j'ose dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, c'est surprenant parce que je partage l'analyse de nombreux anciens du renseignement américain. Et Pas oui. seulement MacGregor, mais Scott Ritter, par exemple, ou Ray McGovern, qui sont ou Giraldi, qui sont des anciens, tous des anciens de la CIA, souvent, pas pour MacGregor, mais pour les autres, anciens du renseignement. Et c'est
intéressant de voir que nous avons exactement les mêmes analyses sur la manière dont le monde fonctionne, ou plutôt dysfonctionne aujourd'hui. Et sur les risques que nous pouvons encourir, on reviendra sur un certain nombre de notes que vous pouvez diffuser à votre réseau, à vos cercles, sur justement les dernières interventions, pour le moment purement oratoires et intempestives, du chef de l'État français, Emmanuel Macron. Mais ça sera en dernière partie d'émission. J'aurais aimé vous entendre, et puis Franck pourra peut-être compléter s'il le souhaite, même s'il en a parlé la semaine dernière avec nous, de vos impressions de retour de Russie. Dans la note que vous avez pu faire sur ce sujet, vous expliquiez que vous n'étiez pas retourné en Russie depuis à peu près l'an 2000. Donc finalement, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, après les 10 années terribles qu'a subi dans les années 90 la Russie, et là, je pense que vous pouvez dire, tout a changé en moins de 25 ans. Ah oui, oui, tout a changé, hein. C'est le jour et la nuit, ou plutôt c'était la nuit en 2000, et c'est devenu, on va dire, le jour, hein, ou en tout cas, c'est beaucoup plus lumineux aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque. On voit aujourd'hui une économie qui tourne, hein. Quand je suis arrivé au petit matin, j'ai été surpris le jour n'était pas encore levé, j'ai été surpris par la ville lumière qui est devenue Moscou. Moscou est une ville lumière, hein. L'électricité est partout, hein. On voit qu'on n'est pas dans la sobriété comme on l'est chez nous. Alors, c'est peut-être pas bon pour la planète, mais en tout cas, c'est le signe que la Russie ne manque pas d'énergie, quoi, ne manque pas de. Ensuite, au matin, je suis allé me promener avec quelques camarades. On était libre, hein, on n'était pas accompagné par un commissaire politique qui nous montrait que les murs Potemkin d'une façade, quoi, et derrière laquelle il n'y aurait rien. Non, on était libre de se promener. Et puis, on a regardé un petit peu les gens qu'il y avait dans la rue, hein, l'activité, la tête des gens. Est-ce qu'ils ont le sourire ou est-ce qu'ils ne l'ont pas? Est-ce qu'on se sent dans un pays en guerre ou pas? Et puis, on a regardé comment les magasins étaient achalandés. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'économie de la Russie tourne bien, et en tout cas, apparemment mieux que la nôtre, hein. Et c'est ce que dit aussi, d'ailleurs, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, hein, c'est ce qu'ils disent tous les deux. La Russie va bien, la Russie va bien, et on ne sent pas, quand on se promène dans les rues de Moscou, on ne sentait pas, alors peut-être qu'aujourd'hui, avec l'attentat qui s'est passé après notre départ, on le sent davantage, mais nous, on n'a pas senti à aucun moment qu'on était dans un pays en guerre. On Eh oui. a vu des gens se vaquer à leurs occupations, et rien que de très naturel. Alors, avec des choses parfois étonnantes, hein. Par exemple, quand on a été dans certaines églises, que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, on s'est aperçu que les églises, il y avait du monde dedans. Elles Ah, n'étaient pas vides, hein. Il y avait du monde dedans, il y avait des jeunes qui organisaient des concours de chorale. On a pu voir la préparation de l'un d'entre eux et même écouter quelques chants au moment de notre passage dans une église. Donc, on voyait que, si vous voulez, que la vie là-bas était une vie tranquille, j'allais dire, hein, et voilà, quoi. Donc, pas d'inquiétude, une population sereine qui ne craint pas outre mesure. Alors, on a quand même vu, la crainte s'est vue lors du scrutin, évidemment, hein, oui, au moment où on a pu voir que les gens, d'abord, se déplaçaient nombreux pour aller au scrutin. oui. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir en Europe, nos journalistes mainstream ont filmé des bureaux vides en disant, regardez, il n'y a personne, les gens ne vont pas voter. Bien sûr. Ils ont seulement oublié de dire que, alors qu'en France, le scrutin est concentré sur une journée de 10 heures et parfois 12 dans les grandes villes, en Russie, le scrutin, Oui. depuis le Covid,
pour des raisons de sécurité sanitaire à l'époque, a été réparti sur 3 jours. C'est ça. Donc les Russes, le vote des Russes, le scrutin présidentiel s'est déroulé sur 36 heures de vote. C'est des journées de 12 heures qui commencent le matin à 8 heures et qui se terminent à 20 heures. Donc 36 heures de vote, c'est considérable et ça évite bien sûr toutes les queues. Il n'y a pas de queue, il y a même des moments où il n'y a pas grand monde, voire personne. Et je pense que ce sont ces moments-là que les journalistes de nos médias mainstream ont filmé pour dire, regardez, les Russes ne se bousculent pas au portillon pour aller voter. En fait, ils sont venus voter en masse et on pouvait le vérifier en direct dans les bureaux de vote qu'on a visités avec mes camarades. Hein. On voyait très nettement, on voyait d'abord la liste et le nombre de gens votant dans le bureau était affiché à l'entrée. On avait donc l'effectif d'électeurs du bureau. Et puis, on voyait au fur et à mesure que les gens mettaient un bulletin dans l'urne, il y avait un compteur, hein, un compteur mécanique où on voyait avancer le chiffre. Et en additionnant le chiffre des 2 urnes qui étaient côte à côte et en le comparant au nombre d'électeurs, on voyait très nettement le taux de participation augmenter. Et donc, à Saint-Pétersbourg, l'endroit qu'on a visité, le taux de participation était clairement au-dessus de 73% au moment presque de la fermeture des bureaux de vote. Donc, c'est ce qu'on a vu, nous, à Saint-Pétersbourg. Mais après, bon, dans d'autres régions, peut-être qu'il y a eu plus ou moins de votes, hein, selon les régions. Hein. Mais il y avait quand même tellement d'observateurs étrangers, il y en avait plus de 1000, Oui. 1100 même, de 130 pays. Alors ça aussi, c'était intéressant. C'était intéressant parce que était représenté principalement le Sud global. Le Sud global, c'est-à-dire les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Sud et les pays d'Asie, quoi. Et pourquoi le Sud global était-il si représenté? Ben, c'est que tout simplement, dans la population mondiale, le Sud global est beaucoup plus nombreux que nous. Oui, oui. 84% de la population Voilà, mondiale. 84% de la 85, population dans le voilà, Sud 84. global. Donc, on avait à peu près 80% d'observateurs qui venaient du Sud global. Et je me suis fait la réflexion, quand est-ce que les élections dans le Nord, dans l'Occident otanien, quand est-ce que ces élections seront un jour contrôlées par des gens venus du Sud global, quoi. Et c'est pas demain la veille hein, que les élections, notamment américaines, hein, dont on connaît la transparence, hein, on sait bien que les résultats sont toujours les plus honnêtes possibles là-bas. Mais enfin bon, voilà quoi. Merci mon général de ce premier témoignage. Est-ce que vous vouliez rajouter par rapport à la semaine dernière, Franck Pengam, quelque chose, peut-être par rapport aux polémiques naissantes justement sur la régularité du scrutin ou sur tout autre point de votre passage, à la fois en effet vous aussi à Saint-Pétersbourg et à Moscou, et sinon après nous allons passer sur la guerre en Ukraine. Franck. Oui, je peux rajouter quelques points subsidiaires très très rapidement. Donc effectivement, c'est bien le Sud global qui était surreprésenté. Il y avait quand même des observateurs occidentaux comme nous, qui venaient de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie. Mais effectivement, on pouvait remarquer que c'était des gens plutôt en rupture avec le système occidental tel qu'il est défini aujourd'hui par notamment l'Union européenne et l'OTAN. C'était bien ça, en fait, l'axe principal des personnes qui étaient sur place, en fait. C'est des gens qui remettent en question le système actuel mondial de l'Empire. Donc il faut bien avoir ça en tête. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu avec le général, on a quand même vu pléthore d'Africains, de Latino-Américains, je l'ai dit la semaine dernière, et c'était une expérience en ce sens vraiment très très enrichissante. Je pouvais aussi rebondir sur cet aspect lumineux. C'est vrai que c'est étonnant, moi je vous le dis, j'ai dormi la fenêtre ouverte le soir. Tellement il fait chaud, tellement c'est surchauffé. C'est surchauffé. C'est-à-dire qu'il fait quand même assez froid dehors. On a vu de la neige, etc. À Saint-Pétersbourg, c'était quand même pas mal. Le soir, il fait tellement chaud dans les bâtiments que c'est intenable, en fait. Voilà, on chauffe normalement, eux, vraiment, ils surchauffent. Et donc, on voit que vraiment, l'énergie est pas chère. L'énergie est abondante et donc, ils n'ont pas de problème de ce point de vue-là. Mais c'est quand même assez frappant. C'est notable. Et puis enfin, Donc la nouvelle ville lumière, c'est plus Paris, c'est Moscou, si vous écoutez l'un comme l'autre. En tout cas, c'est la société de l'abondance, contrairement à chez nous. Ouais, abondance énergétique au moins. Et puis, ouais, voilà, un dernier point sur le fait de l'aspect que c'est un pays qui ne semblait pas, qui n'est pas en guerre, hein, absolument pas. C'est un pays apaisé.
C'est vrai que là, ce que je pouvais dire là sur le terrorisme, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est une vengeance, en fait, clairement. Je sais pas, je peux pas, je peux pas dire qui a commandité ça, mais clairement, on a voulu punir, sanctionner les Russes parce qu'ils ont voté massivement pour Poutine, et ça ne plaît pas évidemment aux Occidentaux, à l'oligarchie et à l'Empire globalement. Chercher à diviser aussi. C'est une façon de diviser. On divise au Caucase, on divise en Ukraine, on divise entre les communautés. Quand on sait l'importance de la communauté musulmane, qui d'ailleurs n'a strictement rien à voir, je le dis toujours, avec les communautés musulmanes en Europe de l'Ouest, en particulier en France, parce que tout simplement, en Russie, il y avait même dans certaines régions de l'Empire russe, ou aujourd'hui de la Fédération de Russie, des communautés musulmanes qui étaient là avant les chrétiens. À ma connaissance, c'est pas exactement la même situation en Europe de l'Ouest. Très bien. On va peut-être, on reviendra sur la fin sur l'attentat, si vous le voulez bien, messieurs. D'abord, la guerre en Ukraine. Général, vous avez préfacé le dernier ouvrage, je crois, de Xavier Moreau, qui s'intitule, c'est hardi de l'écrire et de le dire comme ça, pourquoi la Russie a gagné. Et vous préfacez ce livre, en général. Donc, j'aimerais vous entendre sur la guerre en Ukraine, un peu, mais pas longtemps, sur les origines, et puis un peu plus sur ce qui est en train de se passer et ce qui va advenir. Mais est-ce que vous pouvez déjà, en introduction, nous confirmer, vous, que vous êtes en accord avec Xavier Moreau, comme quoi la Russie a gagné, alors que, mais après, moi je ne suis pas un professionnel de la guerre, j'ai surtout l'impression d'une stabilité du front aujourd'hui, mais vous allez certainement me démentir, mon général. Oui, alors d'abord, pourquoi la Russie a déjà gagné, hein? D'abord parce que les Occidentaux ont fait des erreurs d'appréciation colossales. Moi, j'ai été très, très surpris, hein, et n'importe quel militaire de haut rang devrait être surpris comme moi de voir à quel point on s'est trompé. Avant de s'engager dans une affaire pareille, les Occidentaux auraient dû réfléchir et faire ce que l'on appelle la balance des potentiels, c'est-à-dire examiner les forces et les faiblesses de l'adversaire. Et là, je pense que dans cette analyse des forces et des faiblesses de la Russie, on a sous-estimé largement et la résilience économique de la Russie et l'état de son armée. Et ne pas oublier que la Russie se préparait à cet événement qui arrive en 2022 depuis le bombardement de Belgrade. À Belgrade, les Russes ont été humiliés parce qu'ils n'ont rien pu faire à l'époque. Leur armée était au plus bas, leur économie également était au plus bas. Hein, au tout début des années en 99, au moment du bombardement de Belgrade, on va dire, hein, les économies étaient au plus bas, l'économie russe, et puis Vladimir Poutine est arrivé, il a changé la donne, et il a compris très vite, pas tout seul, avec Xi Jinping, ils ont compris très vite que la donne avait changé, que les États-Unis allaient en profiter pour essayer de tirer profit de leur faiblesse. Et donc, ils n'ont eu de cesse pendant près d'un quart de siècle, hein, 99-2022, bon, ils n'ont eu de cesse que de remonter le niveau de l'économie, de remonter l'armée à un bon niveau et rééquiper l'armée, redonner la fierté au pays, et puis surtout de tisser des alliances les plus profondes possibles. Par exemple, l'organisation de coopération de Shanghai, qui a été formée en 2001, après le bombardement de Belgrade, et parce que le bombardement de Belgrade avait humilié à la fois la Russie et la Chine. Donc l'organisation de coopération de Shanghai s'est créée en 2001, et un peu plus tard les BRICS. Mais toutes ces organisations qui permettent aujourd'hui au Sud global et à la multipolarité d'exister, et surtout à la Russie de résister à l'OTAN de manière avec beaucoup de succès, on va dire, hein, toutes ces organisations se sont montées petit à petit après le bombardement de Belgrade.
Alors tout ça pour dire que les Occidentaux n'ont pas réalisé tout ça. Et c'était bien ça qu'il fallait réaliser avant de se lancer dans l'aventure, hein, d'une extension de plus à l'Est. L'extension en Ukraine, la tentative d'extension en Ukraine qui a eu lieu en 2014, était l'extension de trop. La Russie a encore attendu quelques années, a peaufiné son armée, a peaufiné son économie, et à un moment donné, s'est lancé a dit stop, et le stop est arrivé en février 2022. Donc en Alors, février juste un petit... Excusez-moi, juste pour nourrir un peu tout ce que vous venez de dire, et après je vous laisserai continuer, mais peut-être une petite question à ce moment-là de votre exposé. Vous dites que les Russes ont modernisé leur armée. J'ai envie de vous poser une ou deux questions justement sur la technologie. C'est-à-dire que ce qui se dit en 2014, alors on parle même pas des bombardements de Belgrade, hein, en 99, mais et même en 2014, Poutine ne se sentait pas en mesure d'intervenir. Par contre, il a considéré en 2022 qu'il les avait. Est-ce que c'est aussi du fait de missiles hypersoniques, du fait de bombes planantes? Là, on parle de bombes planantes en série, de SAB, avec des quantités terribles de TNT qui permettent de détruire les lignes de front ukrainiennes. Est-ce que sur ces points de technologie, vous nous apportez une expertise militaire, comme quoi, oui, il y a aujourd'hui non seulement, comme vous le dites, l'armée russe est peut-être devenue la première armée du monde, mais elle est aussi très en avance sur l'Occident et sur l'OTAN pour certains armements. Oui, oui, ce que vous venez de dire est tout à fait vérifiable, hein. C'est-à-dire que sur le plan technologique, il y a eu plusieurs percées technologiques de l'armée russe, hein, par rapport à l'Occident. Mais ce qu'il faut bien voir dans la balance des potentiels, c'est que pendant que la Russie montait, les Occidentaux continuaient de descendre. Ils étaient tellement sûrs de leur supériorité qu'ils désinvestissaient déjà depuis, on va dire, 1990. Hein. Les budgets de défense en part du PIB ont été divisés par 2 ou par 3. Les effectifs des armées ont été divisés par 2 ou par 3. Les équipements ont chuté drastiquement. Hein, moi, en 1990, on avait encore des centaines et des centaines de chars. Hein. Moi, je suis rentré dans une armée où il y avait 1400 chars. Il en reste 200 aujourd'hui. 200. Et avec 200 chars qui ont une disponibilité technique opérationnelle faible par rapport à celle que nos 1400 chars avaient dans le temps. Hein. On avait des chars qui fonctionnaient à 90%. Aujourd'hui, la disponibilité technique opérationnelle, que ce soit des chars ou des hélicoptères, les hélicoptères, ça peut descendre en dessous des 50% qui fonctionnent. Donc, pendant que nous, on descendait, la Russie montait. Et depuis 2014, ce mouvement de croisement entre nous qui descendions et la Russie qui montait n'a pas été évalué à sa juste mesure par les états-majors. Les états-majors n'ont pas réalisé ça. Ils ont cru que depuis que la Russie de 2022 était à peu près, à peu de choses près, celle qu'ils avaient laissée en 1990, et c'est là, il y a eu une grosse erreur, ou même en 2000, hein. Entre 90 et 2000, l'armée russe était au fond du trou. Eh bien, on a considéré que l'armée russe ne valait rien, qu'elle était mal commandée, qu'elle était mal équipée, etc. Et là, on a fait une grosse erreur d'appréciation. Et la même chose sur le plan, je le répète, hein, sur le plan économique. On s'est planté. Hein. On a pensé que la Russie isolée allait se mettre à genoux. Hein. On se souvient de la parole de M. Bruno Le Maire. Nous allons effondrer l'économie russe. Aujourd'hui, elle fait rigoler tout le monde. Parce que l'économie qui s'effondre aujourd'hui, ça n'est pas l'économie russe, qui fait 3,6% de croissance en ce moment. C'est la nôtre qui est en train de s'effondrer, et encore plus l'économie allemande. Donc, c'est l'économie occidentale qui va mal, et c'est l'économie russe et celle de la multipolarité qui est en train d'exploser, on va dire. Je reviens, mon général, encore une dernière fois sur les armements. J'ai lu dans une de vos notes, ce qui pourrait faire froid dans le dos aux Occidentaux, que même sur le versant dissuasion nucléaire,
non seulement ils sont en avance et que nous ne cessons d'avoir des instruments de dissuasion, une technologie de dissuasion qui devient vétuste, désuète. Vous dites que les Américains, avec leurs missiles Minuteman, n'ont pas été testés depuis je ne sais combien de dizaines d'années. On a vu avec 54 ans. 54 ans. On a vu les Britanniques, ils n'arrivent plus à envoyer une ogive. Et nous, on prétend, alors que vous dites ça n'a pas été testé depuis plusieurs dizaines d'années, qu'on a encore une dissuasion extraordinaire. Oui, moi je pense pas qu'on l'ait, hein. Aujourd'hui, ceux qui ont les armements les plus modernes et les plus véloces et les plus flexibles, hein, ce sont les Russes. Alors, sur l'affaire nucléaire, il faut bien qu'on remette les choses au point. La guerre nucléaire, c'est pas seulement un nombre de bombes. Il y a parité, par exemple, entre le nombre des 6000 bombes, les 6000 têtes nucléaires de la Russie et celles des États-Unis. Il y a parité. Mais ce n'est pas seulement une affaire de bombes. La guerre nucléaire, c'est aussi une affaire de vecteurs. Il faut que les vecteurs soient plus véloces que ceux de l'adversaire et surtout qu'ils soient plus flexibles, c'est-à-dire qu'ils puissent non pas naviguer selon une trajectoire balistique qui permet de prévoir à peu près sur tous les points de la trajectoire où est-ce qu'on peut le descendre. Hein, donc, les missiles balistiques sont fragiles. Il faut que ce soit des missiles, des missiles de croisière, hein, qui puissent, le cas échéant aussi, changer de trajectoire et puis avoir une très très large autonomie. Dans tous ces domaines, la Russie est supérieure à nous, hein. Dans le domaine des vecteurs, c'est incontestable. Les vecteurs américains, je l'ai dit, hein, et les Minuteman, mis en service 1970. Oui. On est en 54 et ils devaient être remplacés d'ailleurs. Ils devaient être remplacés. Normalement, ils sont remplacés dans les toutes prochaines années, sauf qu'ils ne le sont pas encore. Et que pour l'instant, les États-Unis, quelque part, sont en situation de faiblesse justement parce qu'ils n'ont pas encore leurs nouveaux missiles qui sont arrivés pour remplacer les anciens. Ensuite, la guerre nucléaire, ce n'est pas seulement des missiles, ce n'est pas seulement des bombes, c'est également une défense antimissile performante. Et là encore, bon, les Russes ont la défense antimissile la plus performante au monde, hein, avec les S-400, les S-500, toutes ces innovations, hein, qui font que le ciel est parfaitement défendu. Ensuite, ils ont une espèce de bouclier électromagnétique qui est en mesure de faire perdre leur direction aux missiles adverses. Hein. Missiles adverses, ils fonctionnent un peu, pour caricaturer un peu, ils fonctionnent un peu comme avec un GPS. Si vous arrivez, alors c'est de la caricature évidemment, hein, mais si vous arrivez à brouiller le GPS, le missile qui est sans GPS, il n'arrivera jamais à son point de destination. Hein, si vous arrivez à introduire un brouillage ou des fausses informations, ce qu'on appelait un espèce de bouclier antimissile électromagnétique, hein, ou anti-aérien d'ailleurs, hein, contre les avions, vous troublez l'adversaire et l'adversaire n'arrivera jamais à pénétrer chez vous dans de bonnes conditions pour frapper les objectifs qu'il doit frapper. Donc c'est également ça, la guerre nucléaire. Et puis la guerre nucléaire, enfin, c'est une quatrième composante, c'est la profondeur stratégique du territoire. Quand vous avez un tout petit territoire, eh bien, vous êtes avec une population densément regroupée sur ce territoire, vous êtes beaucoup plus vulnérable que lorsque vous avez un territoire immense comme celui de la Russie, où vous avez dispersé vos moyens dans plusieurs endroits, hein, et où les populations sont également beaucoup moins densément regroupées, quoi. Et donc, nous avons à peu près en Occident, et notamment en Union européenne, tous les défauts de ce manque de profondeur stratégique. Nous n'avons pas une profondeur stratégique, même en additionnant tous les pays d'Europe, nous sommes loin d'atteindre la surface de la Russie. Hein. Tous les pays de l'Union européenne ne font pas la Russie. Hein. Et pareil, aux États-Unis, les populations et les unités militaires sont regroupées sur des grands centres qui sont extrêmement vulnérables. Par exemple, je vous citerai le cas, par exemple, lorsque j'y étais, hein, Oui.
plus de la moitié de plus de la moitié des forces armées américaines, de l'armée de terre, étaient regroupées sur un seul fort, qui Ah oui. s'appelait Fort Hood. À Fort Hood, vous avez. Alors, ces forts, ce ne sont pas les forts des tuniques bleues de l'ancien temps, hein. Ce sont de véritables villes. À Fort Hood, il y avait 300 000 habitants. Ah oui. Voilà. Et vous avez là-dedans des écoles, vous avez les militaires, bien sûr, vous avez les écoles, les familles, etc. Tout ça s'est regroupé dans un espace qui est en fait une véritable ville. Et ça, c'est vulnérable, évidemment, hein. La flotte américaine, elle est regroupée dans deux ports, hein. Vous avez Norfolk et vous avez San Diego. Et là, vous avez tous les porte-avions sont là. Tous les porte-avions qui sont au port, c'est-à-dire aujourd'hui 70% des porte-avions, il y a 11 groupes porte-avions aux États-Unis, eh bien, vous en avez aujourd'hui 7 qui sont au port entre San Diego et Norfolk. Bon, ça, c'est vulnérable, évidemment, hein. Voilà. Évidemment. Merci mon général pour tous ces détails techniques. Franck Pengam, on est en termes d'expertise et on le doit à Géopolitique Profonde pour le coup. On est loin des analyses de nos généraux de plateau, des chaînes d'infos en continu, dites donc. Oui, oui, bah, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'écouter quelqu'un comme le général qui a une expérience de terrain. Et puis c'est vrai que les sujets militaires sont vraiment cruciaux, quoi. Donc c'est vraiment le militaire et l'économique. Et d'ailleurs, le général souligne régulièrement l'aspect économique, parce qu'on peut faire tomber un pays vraiment par l'économie. Mais la Russie, la résilience de la Russie, elle est assez exceptionnelle. C'est limite antifragile, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer leur système de paiement complètement autonome. Ils ont le système MIR aujourd'hui, alternative au système Oui. SEPA européen et au système SWIFT qui domine toutes les transactions internationales. Donc là, ils ont réussi un tour de force. Et attendez-vous à ce que ce système se diffuse un peu à l'international. Et quand ça va arriver, ça va remettre vraiment en question le système vraiment du dollar et des échanges internationaux dominés par les États-Unis. Et là, ça va devenir vraiment intéressant. Par contre, il va falloir s'attendre probablement à des petites sanctions américaines pour les pays qui voudront adopter ce système MIR. On a la Turquie qui avait commencé, puis là, c'est notamment en Asie centrale surtout. Mais une fois que ça va se développer un peu plus en Afrique, je pense, là, ça va devenir vraiment intéressant. Et donc, la résilience économique russe est vraiment exceptionnelle de ce point de vue-là. Donc, ça marche très bien. Ils ont des cartes bancaires, ils ont les fameux paiements sans contact. Ils ont vraiment tout qui fonctionne sur leur système. Et apparemment, il n'y a pas vraiment de friction, hein. Donc, la population n'est pas du tout impactée. La seule chose que l'on peut constater, c'est vraiment les véhicules de luxe, les véhicules allemands, ou alors les sacs Dior. Mais je veux dire, on peut survivre sans ça, hein. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc voilà ce que je pouvais dire grosso modo sur la résilience. Et puis surtout, ils sont, comme le dit le général, leur principal allié, ça reste quand même Xi Jinping. C'est l'usine du monde, la Chine, encore aujourd'hui. Ils ont tous les Chinois, en fait. Et ils leur fournissent tout simplement. Ce sont des alternatives. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des alternatives d'aussi bonne qualité. N'empêche que ça fonctionne. Donc, ils peuvent très, très bien s'en sortir avec ça. Et ça, c'est vraiment dans un premier temps, sous pression maximale. Il y a plus de 14 000 sanctions contre la Russie. C'est du jamais vu. Cuba n'a même pas connu ça. L'Iran n'a même pas connu ça. C'est absolument exceptionnel. Et quand on y va, eh bien, tout va bien. C'est impressionnant. Merci Franck pour cette intervention. Mon général, le temps tourne, on pourrait vous entendre pendant des heures et je préfère maintenant traiter de points d'actualité. De toute façon, on peut se référer au livre de Xavier Moreau, hein, Pourquoi la Russie a gagné, à tous vos écrits, à toutes vos interventions qu'on peut retrouver dans différents magazines et de vidéos de réinformation générale de Lavarde. Et d'ailleurs, je te précise, Nicolas, que je vais publier les écrits justement du général de Lavarde qui sont très très intéressants. Je vais publier ça dans Géopolitique Profonde. Donc dans la prochaine revue, vous allez déjà commencer Du à mois avoir ces d'avril. analyses. Voilà, c'est ça. Ça va commencer. Et du coup, tous les mois, j'espère pouvoir publier quelque chose. Ces analyses, que ce soit militaires, géostratégiques, voire économiques. Ah bah formidable, on a hâte, Franck Pengam. Général de Lavarde, est-ce que sur les éléments d'actualité, puisqu'on était sur le nucléaire, sur la technologie, on peut peut-être tout de suite évoquer le cas Macron. Je vais avec un whisky à la main, en comité restreint, tard le soir. Il nous dit il va falloir bientôt, avant l'été, que j'envoie des mecs, dit-il. Voilà comment il qualifie voilà, les, les soldats français, peut-être de justement la Légion étrangère, ce qui doit vous parler encore plus, mon général, à Odessa, pensant que ça permettrait d'établir un rapport de force avec tout ce que vous venez de nous dire en plus sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, mon général? Alors moi, je pense d'abord que ce discours, c'est un discours de politicien, quoi.
Monsieur Macron a cherché, en lâchant ce genre de buzz là, sur les médias, en donnant cet os à ronger aux médias et aux réseaux sociaux, il a essayé de se sortir d'affaire d'un certain nombre d'autres problèmes et d'occulter un certain nombre d'autres problèmes. Monsieur Macron a des problèmes de popularité, hein, c'est clair. Hein. On l'a vu au moment de la Coupe du Monde de football, on l'a vu au Salon de l'Agriculture. Il a également des problèmes de couple, on va dire, hein, qui font jaser, on va dire, un peu partout dans le monde, hein, C'est pas sûr. seulement en France. Ouais. Donc, rien de tel que de donner un os à ronger en balançant une énormité sur les réseaux, sachant que l'essentiel, c'est surtout de faire parler de soi et si possible, pas sur les sujets que j'ai précédemment évoqués. Donc, c'était d'abord un discours de diversion. Ouais. Ensuite, c'était aussi, noter le calendrier, c'était aussi un discours d'ingérence. Alors, d'ingérence, je Eh oui. m'explique, d'ingérence dans les élections russes. Ce discours a été prononcé, ou ces mots ont été prononcés, les histoires de troupes au sol ont été prononcées juste avant, quelques jours avant les élections russes, et dans un discours aussi aux Français, hein, une intervention télévisée dans lequel le président n'a cessé de dire aux Russes, aux électeurs russes, nous, on n'en veut pas à la population, on en veut au régime du Kremlin, sous-entendu Oui. à Poutine, sous-entendu, débarrassez-vous de lui et tout ira bien, vous allez voir, on est gentils, nous, voilà. Donc c'est un discours d'ingérence qui visait, si peu que ce soit, après déjà l'affaire Navalny, hein, qui visait à s'ingérer dans les élections russes. Alors l'affaire Navalny, je le dis au passage, hein, à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle russe, on essaye de déstabiliser le candidat Poutine par des histoires qui se ressemblent. Hein, vous aviez en 2018, en mars 2018, vous avez eu l'affaire Skripal, Et hein, oui. où on nous a monté tout un cinéma avec un malheureux qui était bien sûr tué presque par Poutine lui-même, hein, Sûrement. juste avant l'élection présidentielle russe de 2018. À l'époque, on avait noté que M. Poutine, qui était donné à 64% dans les sondages, était monté, grâce à l'affaire Skripal, à 77%. Donc, il avait gagné Absolument. 12 points, hein, Oui. 12 à 13 points, grâce à l'affaire Skripal. Et bien là, on a récidivé avec l'affaire Navalny, avec le discours troupe au sol. Et ce type d'ingérence ne paie pas, parce que les Russes ne se laissent pas prendre au jeu des Occidentaux. Et je pense, mon général, que personne ne se laisse prendre. Quand ils ont essayé de faire la même chose, alors là, sur un tout autre scrutin pour le fameux Brexit, comme par hasard, il y a une malheureuse députée assassinée suite à un congrès par un affreux, bien sûr, Brexiteur avant l'élection. Ça a eu un effet inverse. On avait cru que les gens allaient dire oh là là, quelle horreur, vraiment, ceux qui sont contre l'Europe. Bien au contraire, les gens avaient voté encore plus massivement contre l'Europe. Ça ne Ouais, marche jamais, ces manipulations. c'est encore des erreurs d'appréciation, hein. Je vois là en Oui. Irlande, par exemple, hein, il vient d'y avoir un scrutin sur, sur le rôle de la femme, etc., pour libérer la femme dans la constitution irlandaise ou dans les lois irlandaises. Oui. Et les Irlandais ont répondu à 80% contre ce qu'espérait le gouvernement. Hein, et elles ont dit, nous, ces histoires de donner des droits à la femme qu'elle ne réclame pas, hein, ce genre de droit, changer le parent, la femme contre le parent 1 ou le parent 2, comme on le fait chez nous, ça ne marche pas en Irlande. En Hum. tout cas, ils ont envoyé leur gouvernement, ils l'ont rebuqué, on va dire. Ils lui ont mis 80% contre, hein. Donc les pauvres mondialistes qui étaient un peu au pouvoir, ils se sont dit il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Le peuple ne vote pas comme on souhaiterait qu'il vote. Et j'espère qu'il en ira de même du peuple français
aux prochaines élections, hein. Européenne. Oui, aux européennes d'abord, hein, pour commencer. Al- Donc voilà. Alors, sinon, Et mon puis, général, alors, oui, sinon, pour revenir aux propos intempestifs de Macron, au-delà du politicien et de sa rouerie habituelle, on lui reconnaît d'ailleurs cela comme intelligence politique à Macron en général, est-ce que néanmoins tout ça ne comporte pas un certain danger d'escalade, de montée aux extrêmes, d'être aussi irresponsable? non, je ne pense pas. Quand vous avez quelqu'un qui bluffe, qui essaye de se donner plus d'importance qu'il n'en a, qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Poutine le sait très bien, tout ça. Il connaît exactement l'état de notre armée. Il sait exactement à qui il a affaire. Et donc, pour l'instant, je ne veux pas dire qu'il reste serein, très serein, hein. Il regarde venir quelqu'un qui bluffe et qui veut jouer au poker. Poutine, il ne joue pas au poker, il joue aux Oui. échecs. Eh oui. Hein, il connaît, il a 2 coups d'avance et donc ça le fait sourire, hein. Je pense que ça le fait sourire et que M. Macron peut s'agiter, gesticuler. Ça n'impressionne pas Vladimir Poutine et ses forces continuent d'ailleurs d'avancer sereinement sur le terrain tous les jours en ce moment. Bien, mon général, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Franck, sur ces digressions, à la fois intervention de Macron et la façon dont les peuples votent aujourd'hui et disent systématiquement non à l'influence de l'oligarchie mondiale hors sol? Je peux juste faire un petit commentaire histoire d'illustrer le double discours et la dissonance. Imaginez Vladimir Poutine dans l'état cérébral, neurologique du président Biden. Imaginez juste, qu'est-ce qu'on dirait sur lui? C'est quand même dingue ce qui se passe aujourd'hui. Et pareil, imaginez Vladimir Poutine faire un discours sur la France juste avant les élections ou alors sur les États-Unis, un discours tel qu'il a fait, comme le dit le général, d'ingérence. C'est inimaginable ce qui se passe aujourd'hui, mais ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà, pas grand-chose à ajouter à part ça. C'est vraiment, il ne faut absolument pas gober le discours des dominants. De toute façon, comme le dit le général, avec les différents scrutins qu'on a, on espère qu'il va y avoir un réveil. Sur certains sujets, on dirait que ça avance un peu. Merci Franck. Je reviens vers vous, mon général, parce qu'alors ça a fait pchit, peut-être, les menaces de Macron. Il y a quelque chose qui risque de ne pas faire pchit, par contre, c'est, selon vous, la victoire inéluctable à court terme maintenant, et peut-être l'effondrement de l'Ukraine, de ses armées. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui aura un impact sur Davos, sur l'oligarchie, sur l'État profond américain, tout ce que on pourra l'appeler de la façon dont on le voudra. Est-ce que aujourd'hui, elle n'est pas acculée justement ces cosmopolites, ces mondialistes qui dirigent tout du moins l'Occident? Vous parlez des BRICS, vous parlez de la contestation de 80% finalement de la population qu'ils ne maîtrisent plus. Est-ce que ce ne serait pas un risque de coup de grâce que de perdre à la fois pour l'OTAN et pour les mondialistes en Ukraine? Et est-ce que ça, pour le coup, ça ne les rendrait pas justement extrêmement dangereux et tentés par une fuite en avant? Ah oui, les néoconservateurs qui sont derrière la manœuvre de l'OTAN et de l'Union européenne donc, et des États-Unis en Ukraine, hein, ce sont les néoconservateurs US qui sont derrière, sont des jusqu'au-boutistes par nature. Ce sont des gens qui ne renoncent jamais. Et donc c'est ça qui est parfois un peu inquiétant, mais aux États-Unis se lève petit à petit un parti d'opposition, hein, c'est-à-dire qu'un bon nombre de gens, y compris parmi ceux qui ont un cerveau et qui sont dans la classe dirigeante, on va dire, commencent à réfléchir et à se dire que aller jusqu'au bout risque d'être contre-productif pour le pays tout entier. Vous avez bien sûr, le combat qui s'annonce entre Biden et Trump, hein, qui pour l'instant évolue en faveur de Trump de manière très nette. Hein, Biden perd de ses alliés un petit peu tous les jours. Et pour en revenir à l'Ukraine et au rôle de ce qui se passe en Ukraine sur cette affaire-là, je pense alors d'abord qu'en Ukraine, Poutine n'est surtout pas pressé. Il n'est pas pressé. Il est un peu comme le chat qui vient de blesser la souris et qui continue à jouer avec. Pourquoi?
Pourquoi le temps, pourquoi il le fait? Parce que tout simplement, le temps travaille pour lui. Chaque jour qui passe, l'Union européenne d'une part, mais les États-Unis d'autre part, s'affaiblissent économiquement. L'économie européenne va mal. Il suffit d'écouter par exemple des économistes comme Jean-Marc Toiti là, qui nous fait toutes les semaines euh, une excellente prestation pour nous décrire avec les données officielles la mauvaise santé de l'économie. On voit bien qu'on est en train de on n'est pas encore au fond, mais on y va. Et Poutine attend tranquillement qu'on y soit. C'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt non plus à intervenir trop vite, parce que s'il avait mis fin au conflit très vite, on serait revenu à la situation antérieure. Pour l'instant, grâce à ce qui se passe en Ukraine et grâce aussi à ce qui se passe à Gaza, la multipolarité est en train de se construire de manière solide. Et c'est grâce à ce qui se passe en Ukraine. Si les problèmes se terminent pour l'OTAN, il va essayer de se refaire une santé à l'arrière. Donc il ne faut surtout pas que l'OTAN, dans l'esprit de Poutine, je me mets dans l'esprit de Poutine, réussisse à se refaire une santé. Il faut que l'Union européenne et les États-Unis mordent la poussière d'une manière ou d'une autre. C'est la revanche de 1990 où la Russie avait mordu la poussière sur le plan économique. L'effondrement économique de la Russie, c'est en 1990. Donc là, cette fois-ci, ce que la Russie vise, c'est pas seulement une victoire militaire, ça ou là, ça c'est une chose. Et la Russie l'aura quand elle voudra, quand elle appuiera sur l'accélérateur. Le signal arrivera quand vous verrez une attaque, par exemple, qui se produira sur un tout autre front que les fronts actuellement actifs. Imaginez, par exemple, qu'une force qui existe aujourd'hui, quelque part en Biélorussie, descende du nord vers le sud, vers Odessa, fonce vers Odessa, coupe l'Ukraine en deux. Quand les forces ukrainiennes seront le plus affaiblies possible, l'affaire sera réglée et terminée en on va dire en quelques semaines. Mais pour l'instant, la Russie a intérêt à laisser quelque part durer un petit peu cette affaire-là pour permettre l'affaiblissement total et complet de l'Occident et de manière durable. Il veut nous affaiblir de manière durable et il va y parvenir. Il va y parvenir. Donc voilà. Et donc sur les élections américaines, alors il va choisir son moment pour arrêter le massacre, on va dire, le conflit en Ukraine, et qu'il gagnera à ses conditions, c'est-à-dire sans condition de la part des Ukrainiens qui seront obligés de signer de capituler. Sans condition, de capituler. Et je pense que ça aura une influence, ça peut avoir une influence sur les élections américaines, et que donc, pour moi, les élections américaines, soit un peu avant, soit un peu après, pourrait avoir une influence sur ce qui va se passer sur la fin du conflit en Ukraine. C'est-à-dire, cette année 2024, à mon avis, va être très, très riche en bouleversements de toute nature. Oh oui, je partage bien ce point de vue. Merci beaucoup, mon général, pour toute cette expertise. Vraiment, une émission de grande qualité. On va vers la fin de cette émission. Franck, vous vouliez intervenir. Nous vous écoutons. Oui, juste pour aller dans le sens de ce jeu de gain de temps probablement par la Russie, c'est qu'il y a plein de métaux aujourd'hui, des métaux stratégiques qui sont minés par la Russie, qu'ils ont en grande quantité, sur lesquels on est complètement dépendant. Alors on parle souvent du gaz, c'est vrai, on est aussi dépendant du gaz. Mais on est également dépendant de titane, d'aluminium, vraiment de métaux critiques, le nickel également. On a parlé de tous ces sujets dans la revue Géopolitique Profonde. Pendant un an, j'ai rabâché les situations sur ces métaux qui ont d'ailleurs explosé depuis la guerre, il faut bien le noter. Donc les prix se sont complètement envolés. Et la Russie détient la majorité de ces métaux. Et devinez quel est l'autre pays qui détient l'autre majorité? C'est la Chine en fait. Et donc en fait, ils détiennent absolument tout pour contrôler notre industrie à nous. Donc eux, ils peuvent très très bien jouer le temps, sachant que les prix, ils augmentent. Donc eux, ils font rentrer des devises. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et deuxième point également, pour montrer peut-être qu'ils jouent le temps, c'est sur cette vague de mobilisation. Alors vous savez du coup, il y a eu une première vague de mobilisation des soldats ukrainiens pour qu'ils aillent du coup en Ukraine pour l'opération spéciale.
Ils n'ont pas fait de deuxième vague. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, d'après les informations qu'on a eues sur place, que je ne peux pas vérifier, mais en tout cas sur les chiffres, il y aura environ 1500 personnes qui s'engagent par jour en Russie pour leur pays, pour aller en Ukraine. 1500 personnes par jour, et on les voit dans la rue. On les voit, ces militaires, hein. On les voit dans les gares, on les voit dans les aéroports. Ils sont par 2, par 3, par 4, par 5, et ils vont au front directement. Ils s'engagent. Et donc ça permet de constater qu'il n'y a même pas besoin de faire un effort pour mobiliser les gens. Ils se mobilisent tout seuls. Et ça, ça montre que je pense qu'on a du souci à se faire si ils veulent s'engager sur place, en effet. Eh ben voilà, c'était le mot de la fin pour ce libre journal de géopolitique profonde. Merci Franck Pengam. Merci beaucoup mon général. Je ne sais pas ce que vous en pensez Franck, mais il faut qu'on invite plus souvent le général de Lavarde, hein. Bah, s'il est disponible, avec plaisir, évidemment. Voilà, absolument. Merci beaucoup pour toute cette expertise et ce temps passé avec nous, général de Lavarde. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, de cette écoute et à la semaine prochaine dans un autre libre journal de géopolitique profonde, toujours sur Radio Courtoisie. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.